Vieilles histoires du pays breton par Anatole Lebras. La légende de Margéo. À gauche de la route qui mène de Plouec à Pontrieux s'élève la gentilhommière de Kercabin. Ce n'est aujourd'hui qu'une grande maison d'un caractère tout moderne. Ce fut jadis un manoir d'importance, à en juger par la splendide avenue qui y conduisait et qui subsiste encore. Les seigneurs de Kercabin passaient pour de joyeux viveurs, un peu des trousseurs de route, mais surtout grands trousseurs de jupons. Ainsi nous les présente une vieille chanson populaire dont quelques couplets seulement ont survécu. Les jeunes filles, en ce temps-là, ne se risquaient guère aux abords du château. Non, je n'irai pas toute seule à Kercabin prendre du feu, car le Seigneur est à la maison qui me lèverait mon tablier. Il est vrai que, quelques vers plus loin, la même chanson ajoute crûment. Il n'y a pas une fille en Plouec qui n'est à Kercabin couchée. Le vieux de Kercabin et ses gars étaient, paraît-il, de terribles séducteurs, aussi magnifiques d'ailleurs que violents. Il y avait chez eux une chambre toute remplie d'anneaux d'argent et d'anneaux d'or. Kercabin et ses fils y faisaient entrer le matin leur maîtresse de la nuit et leur permettaient de puiser au tas, à main pleine. Les jolies paysannes d'alentour rêvaient dans leur lit clos, sous le chaume, de cette chambre merveilleuse. Elles en causaient entre elles, tout bas, au lavoir, quelquefois à l'église. Le trésor de Kercabin exerçait une sorte de fascination sur tout le pays, à 7 lieues à la ronde. À Plouec, à Plouézal, à Guingamp même. Quand on voyait passer une fille de peu avec un châle rouge ou violet sur les épaules et une croix d'argent au cou, on disait « En voici une qui revient pour sûr de Kercabin ». Pendant la Révolution, le manoir et le vaste domaine qui en dépendait furent vendus comme biens nationaux. C'est sans doute à cette époque qu'ils passèrent aux mains de mon grand-oncle Margéo. Ce farouche ancêtre a laissé derrière lui une légende fantastique dont je vais entretenir le lecteur. Monsieur Luzel, dans ses Veillées bretonnes, en a donné un intéressant chapitre. C'est une restitution à peu près intégrale que je voudrais tenter. Il y a quelque 2 ans, j'eus le plaisir d'être l'hôte des propriétaires actuels de Kercabin. L'un d'eux, esprit très cultivé, réalise pleinement le type, aujourd'hui malheureusement trop rare, du gentleman farmer bas-breton. Il dirige en personne l'exploitation de ses terres et engrange lui-même ses gerbes. Il mène la vie rude et simple de son nombreux domestique. Il se rend aux champs avec les journaliers, guide et surveille leurs travaux, parle volontiers leur langue et ne dédaigne pas de s'asseoir au milieu d'eux, devant l'âtre énorme de la cuisine, quand viennent les longues soirées d'hiver, mère des longues causeries. « Ça, lui demandai-je un jour, est-il encore bruit dans la contrée du fameux cheval de Margéo ? Interrogez mes gens, vous n'en trouverez pas un qui ne vous affirme l'avoir entendu. C'est en effet de quoi je pus me convaincre. Les garçons, les servantes, le petit pâtre furent unanimes dans leurs réponses. Voilà, on est tranquillement à se chauffer au coin du feu, ou bien on vient de s'étendre au lit, quand tout à coup, dans la nuit sonore au loin, retentit le galop effréné d'un cheval. Tipadrap, tipadrap, tipadrap. Cela fait un train d'enfer. À mesure que le fracas se rapproche, on perçoit le sifflement des coups de cravache cinglant éperdument la bête. Le cavalier nocturne ne cesse d'exciter sa monture que lorsqu'il est arrivé à Kercabin. Dans la cour, il fait halte. On l'entend qui met pied à terre, tandis que le cheval halète avec force. Se trouve-t-il dans le personnel de la ferme quelque domestique gagé récemment, ou qu'on a oublié de mettre sur ses gardes ? Il ne manque jamais de se lever. C'est apparemment un hôte inattendu, se dit-il, et il s'empresse pour aller débrider la bête et lui faire place à l'écurie. Grande est sa surprise en constatant que la cour est déserte, qu'il n'y a là ni cheval ni cavalier. Lorsque le lendemain il raconte la chose, ce sont les autres qui s'étonnent de son étonnement.
Ah, vous ne saviez donc pas, mais c'est le cheval de Margéo. Margéo, tonton Margéo, comme l'appelait mon grand-père, était une espèce de géant à tête carrée, avec un cou de taureau et des muscles d'athlète. On citait de lui des exploits incroyables. Par exemple, il renversait un bœuf sur le dos en l'empoignant par les 2 cornes. D'un coup de pied, il défonçait un fût plein jusqu'à la bonde. Ayant manqué un lièvre à la chasse, il en conclut que sa pierre à fusil était mauvaise et l'écrasa entre ses doigts comme une noisette. Bref, c'était une brute, superbement douée et qui eût figuré avec honneur parmi les héros d'Homère. Ses colères étaient épouvantables et la moindre contrariété le mettait hors de lui. Sa face alors devenait pourpre et ses veines gonflées ressemblaient à ces grosses racines qui se tordent dans nos chemins creux. Il ne connaissait en fait de loi que celle de ses appétits et de ses convoitises. De la morale commune, il ignorait le premier mot. Adolescent, on voulait faire de lui un prêtre. Il prit des mains de sa mère l'argent destiné à payer les frais d'études, se rendit à Tréguier où était le collège, y passa une nuit à boire avec des matelots du port, apprit d'eux un certain nombre de refrains obscènes et rentra chez lui le lendemain, en disant qu'il n'avait pas besoin de s'instruire davantage et qu'il en savait désormais assez. « C'est bien, mon garçon, grogna le père Margéo, tu tâteras donc de la charrue. » Il en tâta, en effet, c'est-à-dire qu'il détela le meilleur des chevaux de la bourre, l'enfourcha prestement et s'en alla au diable quérir fortune. C'était le temps des premières fusillades entre blancs et bleus. La dure discipline des troupes républicaines ne pouvait convenir à Margéo le fils. Il essaiera de la chouannerie. Mais un freluquet de royalistes l'ayant un jour réprimandé pour avoir fait rôtir un poulet dans l'église de Quatascorne, avec des copeaux empruntés à une statue en bois de Saint-Fiacre, Margéo souffla sur le petit royaliste, qui s'évanouit, et, dégoûté du commerce des chouans, il se mit à guerroyer pour son propre compte, tout seul d'abord, puis à la tête d'une bande de pillards qui sollicitèrent l'honneur de travailler sous ses ordres. La pacification de la Bretagne le rendit à la vie privée. Il vint s'établir en son manoir de Kercabin, qu'il avait acheté au rabais, parce qu'il avait pu le payer en beaux écus sonnants. Il y installa près de lui ceux de ces routiers qui s'étaient distingués par leur audace et surtout par une complète absence de scrupules. Kercabin devint de la sorte une colonie de brigands. Sans doute, le temps était passé des grandes razzias, où, dans une semaine, on pouvait rançonner tout un canton. Mais Margéo avait un génie souple qui se pliait aisément à la nécessité de combinaisons nouvelles. Il transforma Kercabin en un coupe-gorge. Le lieu s'y prêtait, pas d'habitation dans le voisinage, l'avenue immense, solitaire, avec des arbres aux frondaisons gigantesques qui y entretenaient une perpétuelle nuit. La route enfin, toute proche, et fréquentée à toute heure par les voyageurs, qui, de Lannion, de Bégard ou de Guingamp, se dirigeaient sur Pontrieux. Tous, désormais, durent payer péage au maître de Kercabin ou à ses associés. On leur prit la bourse toujours, et quelquefois la vie par-dessus le marché. Le coup fait, c'était, à l'intérieur du manoir, de formidables souleries. On y conviait, souvent de force, des filles d'alentour, les arrière-nièces de celles que les anciens sires de Séan menaient le matin faire visite à la chambre dorée. Margéo présidait ces agapes, avec sa brutale jovialité de reître. Lorsqu'un des compagnons roulait à terre, ivre-mort, il riait d'un énorme rire à faire trembler les poutres. Il était heureux. Quant à lui, il buvait 12 heures sans désemparer et se levait de table, les jambes solides, la tête saine. Par exemple, il ne touchait jamais aux femmes. La tradition le dit expressément, ce barbare mourut vierge. Un soir, un des malandrins de la bande revint blessé
la figure en lambeaux, le corps lardé de coups de poignard. Son sang pleuvait autour de lui en larges gouttes. Margéo, qui jamais ne paraissait dans ce genre d'expédition, afin de se ménager une apparence d'honorabilité et d'en pouvoir couvrir ses compères, le cas échéant, Margéo donc fronça le sourcil et demanda durement au misérable près de défaillir. « Qui est-ce qui t'a mis dans cet état ?» L'homme, après avoir craché quelques dents mêlées à quelques caillots, trouva la force de raconter son aventure. Il avait eu vent du passage d'un riche marchand de cochons. Il avait voulu l'arrêter à lui seul, pour ne pas laisser perdre une aussi bonne aubaine, mais il avait eu affaire à trop forte partie. « Et le bourgeois ?» gronda Margéo. Elle repartit à toute bride, dans la direction de Pontrieux. « C'est bien, va te coucher. »« Hé, Nanique !» Une vieille servante, à la peau rugueuse et plissée comme une écorce de chêne, accourut à l'appel du maître. « Conduis-moi cet imbécile au lit et badigeonne-le des pieds à la tête avec tes onguents de sorcière. » Tandis que Nanique emmenait le blessé par une porte, Margéo sortait par l'autre, une lanterne sourde à la main. Il suivit l'avenue, courbé en deux, les yeux fixés à terre, promenant la lumière de son fanal à droite et à gauche, inspectant les herbes fraîchement foulées et où des taches rouges se montraient, çà et là. Il marcha ainsi jusqu'à la barrière qui s'ouvrait sur le grand chemin. Là, il se redressa et se mit à siffloter un vieux air breton au final mélancolique. De loin, on eût dit quelques petits pâtres inoffensifs sifflant ses bêtes. C'était le terrible Margéo qui sifflait ses bandits. Il se fit un bruit de branches froissées, puis de respirations haletantes. Des formes noires s'approchèrent en rampant sur le ventre avec 1000 précautions. « Il faut rentrer, » dit Margéo. « Nous avons à causer. » Un quart d'heure plus tard, tout le monde était réuni dans la grande salle du manoir. Le chef seul était assis. Les autres se tenaient debout, les mains derrière le dos ou les bras croisés sur la poitrine, en silence. Margéo commença. « Voici de quoi il retourne. Cet animal de Cadovraz s'est laissé saigner comme un simple porc par un marchand de cochons. À l'heure qu'il est, le marchand de cochons qui a gagné Pontrieux a sans doute déjà porté plainte. Il faut nous attendre à une visite des enfants de Marie Robin, les gendarmes. C'est d'autant plus désagréable que Cadovraz a eu soin de semer son sang tout le long de l'avenue. On va faire une descente de justice à Carcabin. Si j'étais soupçonné, moi, vous tous, vous seriez perdus. Il faut à tout prix, dans notre commun intérêt, que je sorte indemne de ce mauvais pas. Je pense du moins que c'est votre avis. »« Certes, s'écrièrent les hommes. »« Claire Cheventon, reprit Margéo, en interpellant l'un d'eux. Toi, qui as une superbe écriture de tabellion, sieds-toi à mon côté. Voici papier, plume et encre. Écris. » Les bandits se penchèrent en avant, tendirent l'oreille pour mieux écouter. Margéo dicta. « Au citoyen procureur à Guingamp, citoyen magistrat, ce jour-d'huit, 15 floréal en 9, le nommé Cadovraz s'est présenté sur les 10 heures de nuit en ma maison de Carcabin. Il m'a dit avoir eu en route une vive altercation avec un passant, de quoi faisaient foi les blessures multiples qu'il avait, tant à la tête que dans le reste du corps. Je l'ai hébergé, ainsi que me le commandait l'humanité, sans lui demander aucune explication autre que celle qu'il jugeait à propos de me donner. Au coup de minuit, ma servante m'est venue annoncer qu'il avait rendu l'âme. J'ai cru qu'il était de mon devoir de t'informer immédiatement de ce fait. J'attendrai tes ordres avant de procéder à l'inhumation. Citoyen magistrat, je t'envoie mon salut fraternel. Margéo. Margéo se tourna vers l'assistance. Avez-vous compris ? Interrogea-t-il, avec un gros rire, enchanté de sa ruse. Oui,
répondit un des hommes. Tu livres à la justice Kadovraz, et je le livre mort, afin qu'il ne lui prenne pas fantaisie de nous dénoncer. Il suffira de quelques coups de couteau de plus. Dans le nombre, cela ne paraîtra point. Les bandits s'extasièrent. Margéo leur apparut, grandi de plusieurs coudées. Donc, reprit-il, que l'un de vous monte là-haut et qu'il l'achève, que cela se fasse vite et proprement. Quelqu'un s'éclipsa, mais pour revenir presque aussitôt. Ça y est, dit-il. Le clerc Chevanton se leva. Quoiqu'il eût tourné le dos au séminaire, il était resté dévot. En petit comité, on l'appelait Personne Kergabine, le recteur de Kerkabin. Il récita le De Profundis à voix haute. Margéo, cependant, remettait le pli, dûment cacheté, à un robuste gaillard, son aide de camp. Il importe que tu sois à Guingamp avant l'aube, Dolo. Prends Awélic, le bon cheval qui va comme le tonnerre. Dolo partit. Le De Profundis terminé, Margéo congédia les bandits. Il ne garda près de lui que Chevanton. Comme il l'avait prévu, au point du jour, les gendarmes de Pontrieux firent irruption dans la cour du manoir. Il se rendit au-devant d'eux, les reçut sur le perron, leur souhaita la bienvenue. Les gendarmes, qui croyaient le surprendre, furent quelque peu décontenancés. « Tu nous attendais donc ?» demanda le maréchal des logis. « N'est-ce pas le citoyen procureur de Guingamp qui t'envoie ?» Ce fut une scène du meilleur comique. Margéo la prolongea par plaisir. C'était un fantaisiste. « Les traces de sang conduisent chez toi. C'est péremptoire. » Ainsi parlait le maître des archers. « Je ne le nie pas, » répondait ce brigand de Margéo. « C'est donc que le chenapan que nous cherchons est ici. »« À qui le dis-tu ? Livre-le. »« Suivez-moi. » Margéo précéda les gendarmes dans l'escalier. Au premier étage, il ouvrit une porte. Dans la chambre, sur un grabat, était étendu Kadovraz. Au chevet du lit, Nanic égrenait un rosaire. « Le voilà, votre chenapan, » prononça Margéo avec flegme. « Mais il est mort !» s'écria le maréchal des logis. « Dieu ait pitié de son âme, » conclut Chevanton. « Ça se complique, » murmura un des enfants de Marie Robin, en remarquant la perplexité de son chef. Alors seulement, Margéo exposa comme quoi il avait déjà adressé un express au citoyen procureur. Il finissait à peine de parler qu'un galop de cheval retentit. Dolo était de retour. Il annonça la proche arrivée du magistrat. Vers les 8 heures, celui-ci parut. Il eut pour le maître de Kerkabin des effusions de tendresse, promit de faire connaître sa noble conduite au premier consul. Ce matin-là, il eut au manoir un déjeuner fin, d'où le procureur s'en alla en se pourléchant les lèvres. Quant aux gendarmes, nonobstant leur maintien compassé, ils titubèrent. Il s'en fallut de peu que le marchand de cochons ne fût poursuivi pour avoir causé mort d'homme. Les funérailles de Kadovraz furent célébrées en grande pompe. Le recteur de Plouec prononça sur la fosse un véritable sermon, où le mort était représenté comme un martyr. Mais où était surtout exaltée la charité, la générosité, la magnanimité et toutes autres vertus en thé de Margéo. D'excellentes femmes pleurèrent d'émotion. Le camarade, qui avait porté à Kadovraz le dernier coup, s'en félicita comme de la meilleure action qui lui eût été donnée d'accomplir. Bref, ce fut une fête régionale que cet enterrement. Elle finit à Kerkabin en une véritable orgie qui dura jusqu'au lendemain. Des tonneaux de vin d'Espagne y coulèrent comme des fontaines. On en but à pleine chopine. La rosée du matin perla, le long des douves, sur des corps d'hommes ou de filles qui n'avaient pu gagner un gîte. Nanic elle-même, si sobre, goûta de la boisson cette nuit-là et s'endormit sur l'âtre, le nez dans la cendre. Seul, Margéo ne s'était enivré ni de son succès, ni de son vin. Allongé sur un lit de camp, il réfléchissait, se démontrait à lui-même que les temps de pêche en eau trouble étaient passés.
ébauchait des plans pour l'avenir, ruminait 1000 projets et, en véritable homme d'action, ne consentit à s'endormir qu'après avoir irrévocablement fixé son choix. Le lendemain, dès son réveil, de sa grosse écriture lourde, il arrêta sur le papier les lignes essentielles de son nouveau programme. Plus de banditisme. C'était trop compromettant et pas assez fructueux. Il rassembla ses hommes dans la cuisine, toutes portes closes, et leur tint à peu près ce langage. « Camarades, c'est fini. Il faut nous séparer. Le métier que nous avons fait ensemble jusqu'à ce jour ne nous rapporterait plus rien qui vaille. Que chacun court son bord. Mais auparavant, à chacun son dû. Tendez vos mains. » Il distribua entre tous une dizaine de 1000 francs en or. À mesure qu'il allait de l'un vers l'autre, il demandait « Que comptes-tu faire de cette somme ?» Celui-ci répondait « Ma foi, je vais me saouler jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. » Celui-là « Telle métairie est en vente, je l'aurai peut-être pour ce prix. » Un autre, un troisième « J'ai promis mariage à Loïsaïque, la couturière. C'est de quoi payer notre noce. » La plupart, grisés par cette fortune, n'aspiraient qu'à en jouir au plus tôt. 3 ou 4 seulement s'étonnèrent, regardèrent Margéo avec des yeux où la stupeur était mêlée de courroux. « Pourquoi nous renvoies-tu » demanda l'un d'eux. « Je ne vous renvoie point, vous, » répondit Margéo. « Il me plaît au contraire que vous restiez près de moi. Mais ceux qui se tiennent pour satisfaits, qu'ils s'en aillent. » Et il les congédia d'un air hautain. Demeuré seul avec les autres, il sortit de sa longue houppelande verdâtre le papier crasseux sur lequel il avait rédigé son plan d'avenir. « Or ça, dit-il, Pipi-Luc, Cloirec-Cheventon, Fanchanne-Tigne, et toi, notre ancien à tous, Goëtherkoz, vous êtes de francs gaillards. Puisque votre avis est que nous continuons à travailler ensemble, topez là, je suis votre homme. Mais d'abord, entendons-nous bien. De nos équipées passées, il ne saurait plus être question. Je veux finir dans mon lit, honorablement, et non pas épouser Marie Guillotine à l'article de la mort. Le sage doit changer d'habit selon le temps. Nous serions des sots de nous obstiner à vouloir gagner notre vie dans les douves des grands chemins. Il y a désormais trop de gendarmes. Je ne vois plus pour nous qu'un métier. Margéo s'interrompit un instant. Les 4 truands dressèrent l'oreille. « C'est un métier paisible, reprit-il, et qui, pour être bien fait, n'exige qu'un peu de force et beaucoup d'adresse. Les profits sont grands, les risques légers. Pas de relations incommodes avec la gendarmerie. Tout au plus, quelques explications. À de rares intervalles avec les gabelous qui sont gens faciles à convaincre. »« Pardieu !» s'écria Claire Cheventon, qui comprenait vite. « Tu veux faire de nous des fraudeurs ? C'est une belle idée, ma foi. »« Des fraudeurs. Vive la fraude !»« Est-ce aussi votre sentiment ?» demanda Margéo aux 3 autres. « Qu'en dis-tu, Goëtherkoz » Goëtherkoz ne semblait pas être enthousiaste de la proposition. Il souleva des objections grincheuses. Métier pour métier, pourquoi ne s'en tenir point à celui qu'on exerçait depuis si longtemps et qui ne portait malheur qu'aux imbéciles, comme Cadovraz. À son âge, c'était dur de recommencer sa vie. Puis, quels avantages y trouverait-on ? Au lieu de guetter le voyageur en fumant la pipe, tranquillement allongé, comme un cantonnier qui se repose, dans l'herbe ou les feuilles sèches, il faudrait grelotter le long des grèves, s'étendre sur la dure, dans les roches mouillées, se crever l'œil à épier une voile qui souvent se ferait attendre plusieurs nuits, attraper le mal froid, s'en revenir à moitié perclus, et tout cela pour quelques brasses de dentelle, pour quelques paquets de tabac. En vérité, était-ce la peine ? Margéo le laissa dire jusqu'au bout, quand le vieux finit de bougonner. « Goëther, » prononça le maître de Carcabin, « avec toute ton expérience grisonnante, tu n'es qu'une bête. »
Il entra alors dans les détails de son plan, développant point par point les notes jetées sur le petit papier crasseux. Premièrement, il s'entendrait avec les corsaires de Paimpol qui faisaient les voyages de Jersey et de la Grande Île. Secondement, les marchandises seraient débarquées à l'île Verte, à l'embouchure du Trieux. Des bateaux de l'Oguivy et de Lanaudaise les transporteraient de nuit, en rasant la côte le long des landes pierreuses et désertes de Plouriveau et de Quimper-Guézennec, aux souterrains qui, partant du château de la Roche-Jagu, venaient déboucher sur la rivière. Les habitants de ce château transformé en simple ferme étaient pauvres et besogneux. Ils ne demanderaient pas mieux que de participer aux bénéfices de l'association. À l'aube, les charrettes pleines quitteraient la cour du manoir et se dirigeraient sur Carcabin, l'entrepôt central. Les douaniers n'y verraient que du feu. Comment suspecter de paisibles tombereaux qui paraissaient chargés de betteraves, de patates ou de blé, et qui cheminent au pas de leur attelage, conduits par un brave homme de paysan, à mine bonasse, le fouet à la main et la pipe aux dents. « Car tu pourras fumer ta pipe, Goëthercose, » conclut Margéo, « si toutefois tu consens à être ce conducteur. Ne sera-ce pas plaisir pour toi, vieux flâneur de grande route, de t'en aller ainsi, au joli petit soleil du matin, criant « Hue !» à tes bonnes juments, écoutant siffler les merles dans les haies et bonjourant d'un air cordial messieurs les gabelous ?» Pour le coup, Goëthercose fut conquis. Comme le loup de La Fontaine, cet idéal de félicité le fit presque pleurer de tendresse. Margéo n'eut plus qu'à distribuer les autres rôles. Il fut convenu que Claire Cheventon, l'homme des brouillards, se fixerait à l'Oguivy, à portée de Paimpol. Pipiluc se bâtirait un ermitage à l'île Verte, et Fanchantigne s'engagerait soi-disant comme domestique à la Roche-Jagu, pour monter la garde à l'issue du souterrain. Quant à Margéo, inutile d'ajouter que, en sa qualité de bailleur de fonds et d'organisateur, il se réservait la direction suprême de l'entreprise. Après avoir été le coupe-gorge des marchands, Carcabin devint leur lieu de rendez-vous. Toute la contrée fut inondée de colporteurs. Il était rare qu'une journée se passât sans qu'on vît arriver au bourg de Plouec 2 ou 3 de ces batteurs de pays. À l'auberge où ils descendaient, ils faisaient mine de s'informer des principales maisons de la commune. En première ligne, on leur désignait Carcabin. Ils s'y rendaient, de l'air du monde le plus naturel. Il faut croire qu'ils y trouvaient à faire avec le maître des lieux, car ils y restaient parfois de longues heures et ne s'en allaient qu'à moitié gris, chantant sur tous les tons la louange de Margéo, de Monsieur Margéo, le mieux accueillant et le plus conciliant des acheteurs. Ce qu'ils ne disaient pas, mais ce qu'on aurait pu remarquer sans peine, c'est qu'ils sortaient de Carcabin avec plus de marchandises qu'ils n'en avaient en y entrant. Le lecteur l'a déjà compris, tous ces colporteurs n'étaient que des agents de Margéo. C'est par leur intermédiaire qu'ils déversaient sur tout l'arrondissement de Guingamp et même au-delà les 1000 objets de contrebande emmagasinés dans ces caves et dont la provision était sans cesse renouvelée par de continuels arrivages. Ce pirate de Margéo avait le génie de l'organisation. 2 mois lui avaient suffi pour créer et mettre en branle tous les rouages de cette singulière entreprise. 3 goélettes paimpolaises, affrétées par lui, sillonnaient pour son compte la Manche et même la mer du Nord. De temps en temps, il en venait une, mouillée dans les eaux du Trieux, à l'entrée de la rivière, jouxte l'île Verte. Là, dans les ruines d'un ancien couvent, Pipiluc attendait. Un canot abordait à l'île. Il débarquait de lourds ballots. À la tombée de la nuit, Pipiluc grimpait sur une roche et y allumait un feu de brande. Les douaniers de la côte disaient en se moquant « Allons, voilà l'ermite d'Ennesglase qui fait cuire ses patates en plein vent. » Pipiluc n'était plus connu que sous ce nom. Il avait pris à tâche de le justifier, ne se montrant jamais que vêtu d'un froc de moine qu'un chapelet à gros grains serrait à la ceinture. Il avait là-dessous d'humbles airs confits à tromper le pape en personne.
On eût difficilement trouvé une tête d'une niaiserie plus béate. Aussi, commençait-on à lui faire, dans le voisinage, à Lannemodez, à Pleubian, à Ploubazlanec, une réputation de sainteté. Vous pensez, si Claire Cheventon et lui s'en donnaient des gorges chaudes à chacune de leurs rencontres. Or, dès que Claire Cheventon voyait luire le feu de Pipiluc, il la courait, dans une de ces fines embarcations de l'Oguivy qui semblent raser l'eau comme des mouettes. 4 gars robustes maniaient les avirons, car on voguait à la rame, sans jamais hisser la voile, qui eût éveillé l'attention des gabelous. À l'île, on cassait le cou à quelques litres de rhum, pure Jamaïque, tout en procédant au chargement. Puis, avec la marée montante, on mettait le cap sur la roche Jagu, où l'on arrivait toujours avant l'aube. Ce repère féodal avait été aménagé en véritable dock. Fanchan Tigne, qui en était le directeur, s'acquittait consciencieusement de sa fonction. Le fermier et ses fils remplissaient l'office de débardeurs. Au point du jour, par les routes détournées, à travers les landes de Bottloy et les Mézous qui dominent Pontrieux, on entendait claquer le fouet de Goëther-Koz. Le vieux chenapan était devenu un parfait charretier. C'était plaisir de le voir cheminer à côté de son attelage, causant avec ses bêtes comme un personnage d'églogue rustique. Tout allait pour le mieux. Les bénéfices étaient énormes. À chaque fin de mois, Margéo, homme probe, en faisait la répartition au prorata des services. Une prospérité jusque-là inconnue se répandait dans la contrée. Le seigneur de Kercabin, de jour en jour plus riche, se montrait aussi de plus en plus libéral. Sa gloire éclipsait déjà celle de ses légendaires devanciers. Il vivait en nabab breton, faisait à tous les pauvres qui se présentaient à sa porte des largesses quasi royales, d'hôtels et jeunes filles tenaient table ouverte, y réunissait les débris de tous les partis et de tous les régimes, renippait avec une délicatesse de gentilhomme d'anciens émigrés nécessiteux, hébergeait pendant des semaines entières des jacobins hirsutes, invitait à ses chasses toute l'administration impériale du département, faisait restaurer à ses frais la si jolie chapelle de belle église et construire pour le recteur de Plouec un magnifique presbytère. Se créait, en un mot, la plus extravagante des popularités. Le préfet avait sollicité pour lui la croix. Le peuple le bénissait. Qui sait? Il allait être élu membre du corps législatif, sans doute. L'empereur, qui se connaissait en homme, l'eût promptement distingué, l'eût attaché à sa fortune. Ce bandit bas breton ne pouvait manquer de plaire par le côté pittoresque et quelque peu condottière au grand capitaine Napoléon, le seul capitaine de son temps qui lui inspira du respect, le seul chef sous lequel il eût volontiers accepté de servir. L'avenir de Margéo s'annonçait plein de promesses. Les extraordinaires prédictions des tireuses de cartes, qui s'arrêtaient parfois à Kercabin, semblaient près de se réaliser. Brusquement, tout s'effondra. Ne fallait-il pas que la morale se vengeât de ce soudard qu'il avait si souvent et si brutalement souffleté? Saluons-la. La voici qui entre en scène, sous l'habit vert, l'honnête habit d'un gabelou. Un matin, Goëther-Koz, après avoir remisé sa charrette dans la grange de Kercabin, s'en vint d'un air soucieux trouver le maître. « Quoi donc ?» demanda Margéo. « Ton voyage s'est-il fait à vide, que tu aies si mauvaise figure ?»« Je t'apporte au contraire un fût bien plein, un énorme foudre de gin qui a failli défoncer la voiture. »« Et c'est cela qui te rend maussade ?»« Pas précisément. » Goëther tenait dans sa dextre sa pipe éteinte, une vieille pipe crasseuse aussi noire que son âme. À petits coups, il heurtait le fourneau renversé contre la paume de sa main gauche. Lorsque le culot se fut enfin détaché, il continua. « Je ne sais, mais depuis quelques jours, je me croise en route avec un bonhomme qui ne me dit rien de bon. »« Tu ne le connais pas ?»« Non. C'est un nouveau venu dans le pays. Mais où je me trompe fort, ou c'est un ambulant? Est-ce que tous les gabelous ne sont pas à notre dévotion?
Nous les payons assez cher, fichtre. Je te dis ce que j'ai vu. Écoute mon conseil, méfie-toi. C'est bien. On se méfiera. Est-ce tout ? La barrique que je t'ai apportée n'était pas facile à dissimuler, poursuivit Goëthercose, en tirant ses mots par les cheveux. Explique-toi donc enfin, vieille brute, s'écria Margéo impatienté. Eh bien oui, là, l'homme m'a interpellé d'un ton goguenard. Voilà une belle charretée de fumier, m'a-t-il dit. Il y aura de quoi moissonner après ça. Je lui eusse volontiers fendu le coffre, mais tu as défendu les coups. Cette fois, le vieux Goéther avait craché toute sa phrase en un seul bloc. Margéo arpentait la salle à grands pas. C'était signe chez lui de graves préoccupations. Il avait les mains derrière le dos et faisait craquer les os de ses doigts avec le bruit sec d'un fusil qu'on arme. « Cette barrique est dans la grange » grogna-t-il au bout d'un instant. « Va dire qu'on l'amène ici. »« Oui, triple bête, ici, où nous sommes !» Quand Margéo prétendait avoir acheté tous les gabelous de la région, il exagérait. D'abord, il n'eût pas commis la sottise de vouloir corrompre les chefs. En supposant même qu'ils eussent accepté un marché de ce genre, c'eût été se mettre à leur merci. À quoi bon d'ailleurs ? Ils n'avaient rien à faire avec les chefs. Ce ne sont pas eux qui montent les gardes de nuit, dans les petits sentiers de falaise, au long des flots. Non. Il avait tout bonnement désintéressé quelques employés subalternes, quelques pauvres airs, qui ne pouvaient trouver de profit à faire leur devoir qu'à la condition d'y manquer sans cesse. C'étaient pour la plupart des malheureux chargés de famille. Ils servaient tant bien que mal le gouvernement, qui les payait à peine. Ils fermaient les yeux sur les agissements de Margéo, qui leur donnait l'aisance. Un d'eux, un sous-patron, avait reçu de l'avancement une quinzaine de jours auparavant et avait dû rejoindre dardard son nouveau poste. Un jeune homme l'avait remplacé, un Français de l'Est, une petite frimousse imberbe, mais résolue. Margéo avait été prévenu de cette mutation par un de ses amis de Pontrieux. Mais le billet de l'ami ajoutait « Rien à craindre, c'est un blanc-bec, un enfant, presque une fille. » Margéo, dès lors, ne s'en était pas autrement soucié. En quoi il eut tort. Les plus forts ont de ces vertiges. On ne saurait penser à tout. C'est ce que Margéo se disait le soir du jour où il eut avec Goëthercose la conversation relatée plus haut. Il pouvait être environ 9 heures. Soudain, un paysan, le garçon d'écurie, se précipita dans la cuisine en poussant un cri d'alarme. « Les gabelous !» D'un coup de poing, Margéo l'abattit sur le sol. « Imbécile !» murmura-t-il entre ses dents. « Cela t'apprendra à te mêler de ce qui ne te regarde pas. » Et calme, il prit une chandelle sur la table de la cuisine pour éclairer ces messieurs de la douane. À quoi dois-je l'honneur de cette visite tardive ? Ils étaient une vingtaine d'habits verts, presque tous des stipendiés du maître de Carcabin. Mais à leur tête s'avançait crânement le nouveau sous-patron. Il avait, en effet, la mine blanche et menue d'une fillette. On lui eût donné 16 ans, tout au plus. Les yeux seuls étaient d'un homme, des yeux noirs, qui regardaient droit devant eux, des yeux virils, aux prunelles énergiques. Il s'inclina légèrement. « Monsieur, répondit-il, je soupçonne fort cette maison d'être un dépôt de recel pour des marchandises de contrebande. Pas plus tard que ce matin, il a été transporté un foudre d'alcool. Je me vois dans la nécessité de procéder à une perquisition domiciliaire. Je vous serais reconnaissant de me faciliter cette tâche. Au besoin, je vous en requiers. » Je croyais que ma maison et moi devions être au-dessus de semblables soupçons, dit Margéo. Ce n'est pas d'hier que j'habite le pays. Je n'y suis pas, comme vous, un nouveau venu. Faites, monsieur, toutes les portes vous sont larges ouvertes. Mais d'abord, je vous prie, commencez par cette pièce. Cette pièce, c'était la vaste salle à manger du château. À peine Margéo en eut-il poussé les battants que le sous-patron s'arrêta, interloqué.
D'un geste machinal, il se découvrit. Au milieu de la salle, un grand catafalque était dressé. Les lignes du cercueil se dessinaient sous le drap mortuaire aux plis amples dont les franges traînaient à terre. De vieilles femmes étaient agenouillées de ci de là. L'une d'elles récitait les longues prières de la mort, les autres marmonnaient les réponses. « Voulez-vous que je renvoie momentanément ces femmes ?» demanda Margéo d'un ton pénétré. « Non, monsieur, » repartit le douanier, « c'est chose sacrée que la mort. Je n'ai rien à voir ici. » Il fit néanmoins quelques pas dans l'appartement, mais ce fut pour prendre la branche de buis qui trempait dans une assiette pleine d'eau bénite au pied du catafalque, et pour en asperger le drap funéraire. « Merci, monsieur, » prononça Margéo. « Celui à qui vous venez de rendre cet hommage fut le plus loyal des serviteurs. Je le vénérais à l'égal de mon père. » Sur les joues du maître de Kercabin, 2 larmes coulèrent lentement. Le jeune sous-patron se retira, fort ému. Il visita les autres chambres, par acquis de conscience, avec une hâte visible d'en finir, peut-être même avec le regret d'avoir commencé. Margéo le reconduisit jusqu'au bout de l'avenue, après lui avoir vainement offert de le faire véhiculer jusqu'à Pontrieux. « Bien joué, les vieilles !» s'écria ledit Margéo en rentrant dans la salle à manger. « Mais voilà, assez de patenôtres. Danique, enlève le couvert. » Bénitier, cierge, drap mortuaire, bière de chêne et croix d'argent, en un clin d'œil, tout eut disparu. Et dans la pièce immense, resta seul, en sa nudité ventrue, l'énorme barrique, cadavre d'un délit qui n'avait pu être constaté. Prestigieux cercueil en qui vivait l'âme terrible du djinn, la triste empoisonneuse des derniers Bretons. Margéo fit percer la tonne. Jusqu'au lendemain, la liqueur blonde coula. Lèvres d'homme, lèvres de femme y burent à même, comme au jet d'une fontaine. Ce fut la suprême saoulerie dont Kercabin ait gardé la mémoire. On ne joue pas impunément avec l'Ankou. Introduite à Kercabin pour y faire un personnage de farce, la mort prit son rôle au sérieux. Elle ne quitta désormais la maison qu'après y avoir fait place nette. Le corps de garde des douanes à Pontrieux est situé à l'extrémité du quai, hors ville. En 1805, il n'y avait sur ce quai qu'une auberge, un bouge plutôt, dont l'enseigne était un calembour, à l'encre noire. 9 heures de nuit, le couvre-feu venait de sonner. Un cavalier mit pied à terre au seuil de l'auberge. L'hôtelier parut dans le cadre de la porte, élevant un fanal au-dessus de sa tête, pour reconnaître le nocturne voyageur. « C'est donc vous, maître Margéo ?» fit-il joyeusement. « J'en étais sûre. Demandez à ma femme. Je lui disais à l'instant. Il n'y a qu'un cheval pour avoir ce trot de velours. Depuis la tournée de Guingamp, voyez-vous, rien qu'au bruit de son pas, je devine à Wellick. Ah, c'est une fameuse bête. N'est-ce pas, mamie, que nous sommes une fameuse bête ?» Il avait pris la bride, et tout en jasant, il tapotait le poitrail d'Awellick. « Veille à ce qu'elle ne se refroidisse point dans ton affreuse écurie, et fais-lui donner un picotin d'avoine. Sois prompte, Dolo, j'ai à te parler. » Laissant son cheval aux mains de son ancienne aide de camp, Margéo entra. Madame Dolo, comme on disait à Pontrieux, l'introduisit dans un étroit cabinet, dans une espèce de cellule interlope qu'une table et 2 bancs suffisaient à remplir. Il y fut bientôt rejoint par l'ex-routier. « Dolo, » commença Margéo quand ils furent seuls, « tu m'écrivais il y a quelques jours. Le nouveau sous-patron ? Rien à craindre, une fille. » Tu n'y vois pas clair, mon brave. Cette fille est capable de venir à bout de moi, si je nie mes ordres. Comment l'appelles-tu, ce gringalet ? Medzu ? Est-il en ce moment au corps de garde ? Je le crois. Va le trouver et prie-le de t'accompagner ici. Dis-lui que Margéo de Kercabin désirerait l'entretenir. Peu après, Dolo amenait le douanier. Margéo et celui-ci se saluèrent cérémonieusement. « Monsieur, dit Margéo,
Étant de passage à Pontrieux ce soir, j'ai tenu à vous rendre votre visite de l'autre jour. Croyez qu'il n'y a aucune ironie dans mes paroles. La première fois que j'ai eu l'honneur de vous rencontrer, j'ai été absolument conquis par la correction de votre attitude, par la délicatesse de votre procédé. Dolo s'était esquivé. Margéo et le sous-patron demeuraient seuls en tête-à-tête. Le maître de Carcabin reprit. « Trinquons ensemble, monsieur, à la mode de Bretagne. » Puis, brusquement, dès qu'ils eurent choqué leurs verres, « Je vous demande votre amitié. Voici la mienne. » Il jetait sur la table une bougette de grosse toile où tintèrent des pièces d'or. Le douanier leva sur Margéo son regard d'une fixité et d'une acuité étranges. « Monsieur, prononça-t-il avec netteté, d'une voix tranquille où perçait cependant quelque mépris. « Nous ne sommes pas en foire. En tout cas, je ne suis pas à vendre. » Margéo devint pourpre. Une poussée de sang monta de son cou de taureau à sa large face congestionnée. Il dressa son poing, son formidable poing, lourd comme la masse d'un forgeron, et le laissa retomber sur le crâne du gabelou. Le jeune homme s'affaissa. En un soupir plaintif, son âme légère d'adolescent s'exhala de ses lèvres. Ce coup d'assommoir l'avait tué. Mais quand Margéo se pencha sur lui, ses yeux noirs, dilatés, attachaient encore sur l'assassin leur regard d'une limpidité troublante. Sans savoir pourquoi, Margéo tressaillit. Il appela Dolo. « Ramasse cette bourse, lui dit-il, en lui montrant la bougette. Celui-ci n'en a pas voulu. D'ailleurs, elle ne lui servirait plus de rien. Il a son compte. Si on vient chez toi réclamer le gabelou, tu diras que tu nous auras vus sortir ensemble, ce qui ne sera point un mensonge. » Margéo, soulevant le cadavre, venait en effet de le jeter en travers de ses puissantes épaules. Qui aurait été cette nuit-là, sur la route de Pontrieux à Lanvolon et de Lanvolon à Saint-Brieuc, se fût signé d'épouvante et n'eût pas manqué d'affirmer le lendemain qu'il avait vu passer le cheval du diable, rapide comme l'éclair et mystérieux comme la nuit. Margéo fut 2 jours absent de Carcabin. Le 3e jour, il parut au bout de l'avenue, monté sur Awélic, sa bête de prédilection. Il trouva les gendarmes installés chez lui et feignit une vive surprise. Le juge d'instruction aussi était là. Dans un coin, Nannick pleurait. « Monsieur Margéo, dit le magistrat, en y mettant les formes, vous êtes accusé de meurtre. On a trouvé avant-hier dans l'écluse d'un moulin en amont de Pontrieux le cadavre du sous-patron des douanes, Metzou, avec qui vous avez passé la soirée de vendredi à l'auberge de l'Ancre Noire. S'il faut en croire le témoignage des hommes de service cette nuit-là au corps de garde, corroboré par celui du cabaretier lui-même. Il est exact, monsieur le juge, que j'ai passé avec le sous-patron Metzou la soirée de vendredi, entre 9h15 environ et 9h30. Nous avons bu ensemble chez le cabaretier Dolo. Metzou, au sortir de l'auberge, me proposa de m'accompagner jusqu'à ce que je fusse hors ville. Nous nous séparâmes très cordialement à l'amorce de la route de Lanvolon. Il me souhaita bon voyage. J'allais à Saint-Brieuc, d'où j'arrive. C'est tout ce que je puis vous dire. Faites venir le meunier de Millinguerne, commanda le juge d'instruction à l'un des gendarmes. La porte de la salle s'ouvrit, le meunier entra. « Reconnaissez-vous cet homme ?» lui demanda le juge en lui montrant Margéo. « Je vous l'ai dit, il n'y a que Margéo pour avoir cette force. Il a fait tourner le douanier au-dessus de sa tête et il l'a lancé au beau milieu de l'étang. D'ailleurs, je suis sorti en entendant le plouf du cadavre dans l'eau, et j'ai parfaitement vu le large dos de Margéo qui remontait la colline pour regagner la route. Je regardais à l'horloge du moulin. Il était juste 10h20. Cette déposition est accablante pour vous, monsieur Margéo, observa le juge. Mon Dieu, monsieur le juge, vous interrogerez mon hôtesse de Saint-Brieuc.
Je descends toujours à la Pomme d'Or. » Comme j'arrivais à la porte, Madame Véry priait les consommateurs de quitter l'estaminet, parce que les 12 coups de minuit venaient de sonner et que c'était l'heure de la fermeture réglementaire. Margéo fit preuve d'un flegme imperturbable. Pas un instant, il ne se départit de son calme. Tel il s'était montré le jour de son premier interrogatoire, tel il demeura jusqu'à la fin du procès, tel il fut à la cour d'assises. Madame Véry, l'opulente hôtesse de la Pomme d'Or et les quelques buveurs qui étaient attablés chez elle le soir du crime attestèrent que, à minuit sonnant, Margéo faisait son entrée dans l'estaminet. L'avocat de l'accusé ne prit même pas la peine de plaider. « Messieurs les jurés, dit-il, on ne peut vous poser qu'une question. La plupart d'entre vous êtes des éleveurs. Pensez-vous qu'un cheval, si merveilleusement doué qu'on le suppose, puisse abattre de 10h20 à minuit les 15 lieues qui séparent Millenwern de Saint-Brieuc ? » Margéo fut acquitté haut la main. Les habitants de Plouec lui firent une ovation. Mais à peine rentré à Carcabin, son premier soin fut de renvoyer tout son monde. Il ne garda près de lui que Nanic. L'entreprise qu'il avait montée s'émietta. Il vécut désormais, inabordable, en proie à une mélancolie farouche. Le jour anniversaire de la mort du jeune douanier, il trépassa. Il s'était fait préparer une tombe dans le jardin, avait prié le recteur de la bénir. On y coucha son cercueil immense, par une nuit de tempête et d'éclairs. En même temps que Margéo disparut à Wellick. On crut encore l'entrevoir quelquefois, bondissant au loin, la crinière au vent, hennissant une longue plainte d'âme en détresse. C'est lui dont on continue d'entendre le pas sonore dans la cour de Carcabin. Il vient sans doute y chercher son maître Margéo, mort de tristesse pour avoir tué le gabelou aux yeux noirs. Bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain et à ce nouveau vlog lecture sur les contes, les vieilles histoires du pays breton de Anatole de Braz. Là, on a lu la légende de Margéo. Donc, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est Marge, M-A-R-G-E, accent aigu, O-T. Je le prononce Margéo. Et j'aime bien en fait, par rapport au conte de la semaine dernière qui était un peu plus religieux, qui me plaisait moins, enfin ça me parlait moins, celui-là j'ai vraiment apprécié le côté un peu petit seigneur breton. Ça me faisait penser à Fille de fraudeur, que j'ai lu, qui faisait partie du recueil Le sang de la sirène. Ça doit être le 2e ou le 3e conte que j'ai lu d'Anatole de Braz, je vous mettrai le lien. Fille de fraudeur était fabriquée un peu différemment, mais on avait un peu cette idée-là. Sauf que Fille de fraudeur, on était sur une famille noble bretonne dont la révolution avait volé entre guillemets les biens. Il y a certains membres de cette famille noble qui avaient fui en Angleterre et ils avaient fait fortune là-bas, il me semble. Il y en a un qui est revenu, qui a racheté ses terres, son domaine en gros, et il gagne sa vie en faisant la fraude, donc à savoir en naufrageant en fait des... Ah non, c'était pas des naufrageurs, je crois pas. Non, c'était vraiment frauder la douane, donc c'est du vol, hein, comme là. Et ça ressemblait un petit peu, sauf que l'autre, il avait une bien plus grande organisation et ampleur. Et je l'avais trouvé vachement intéressant là-dessus. C'était un conte qui était plus long aussi. C'était bien une vidéo qui faisait facile 1 heure et demie, il me semble. Et donc, la légende de Margéo, je trouvais ça assez intéressant. Parce que on est sur un loupard, en gros. Bon, un loupard, c'est peut-être pas le bon terme, chronologiquement parlant, hein.
Mais on est vraiment sur le brigand, sur le mec qui a de l'ambition, qui a pas trop de morale, qui a envie de voler, qui n'hésite pas à tuer, qui veut pas trop se salir les mains sauf quand il est obligé. Donc là-dessus, j'ai trouvé ça intéressant. Et j'aime bien cette espèce de... On avait un peu cette notion-là aussi avec le bâtard du roi, de le fils qui, en gros, tourne mal. Et j'ai trouvé ça pas mal aussi. J'ai bien aimé, moi, le bâtard du roi. Et bref, ouais, celui-là, on a un côté... Enfin, tout cet aspect, pas dans la norme et puis pas de morale, c'est un truc que j'aime bien. Ça ne dit pas grand-chose sur moi, c'est juste que j'aime bien. Non, mais j'aime bien, par exemple, des séries télé comme les Peaky Blinders, comme les Sons of Anarchy, Animal Kingdom. On n'est pas sur des gens qui sont très sains et on est sur des gens qui sont clairement délinquants. C'est des voleurs, ça peut être potentiellement des assassins aussi. On est dans le grand banditisme en gros. Donc c'est des thématiques qui m'intéressent, bien que jamais de ma vie je ferai partie du grand banditisme. Mais c'est des thématiques sur le plan de l'écriture qui m'intéressent, sur le plan des histoires. Je sais pas si je vais pouvoir en dire beaucoup plus au final, à part que j'ai bien aimé. Mais j'aime bien ce type de personnage aussi qui a vachement de... On dirait qu'il avait vachement de charisme quand même, parce qu'il a réussi à rassembler du monde autour de lui. Donc il n'avait pas par exemple la légitimité de la fille de fraudeur, donc de... Je sais plus comment il s'appelait là, le petit noble breton de fille de fraudeur. Il a un peu cette aura familiale. Le côté, c'était un seigneur, c'est de nouveau un seigneur. Donc quelque part, les petites gens le respectent. Alors que lui, là, Margéo, j'ai l'impression qu'il était plus à se construire tout seul et que cette aura, ce charisme, il l'a acquis. Il l'a acquis par ses actes et par sa présence. Il a déjà une présence qui prend vachement de place, c'est une grande baraque, il est fort. Mais il me semble bien que fille de fraudeur, le père, il était décrit comme ça, comme une grande baraque costaud. Et c'était vraiment pas mal. Et dans Fille de fraudeur, il s'était servi un petit peu de la superstition bretonne pour un peu faire peur aux gens pour qu'ils viennent pas trop s'intéresser à leurs activités nocturnes. Et là, c'est plus le personnage à un moment, le personnage dans la nuit qui fuit sur son grand cheval de trait avec le cadavre du douanier, c'est un douanier, un petit sous-chef là, qui devient légendaire. Là, je trouvais ça pas mal aussi. Il y avait quelques petites notes de bas de page, je vais vous les lire, je ne sais pas si vous allez les retenir malheureusement, vous n'allez peut-être pas réussir à resituer. Attendez, je reviens en arrière. Par exemple, à un moment, on parle de l'île verte. Donc, c'est une île verte qui doit être sur une rivière, il me semble. Et on parle de Ennesglaz. C'est là où un des hommes de Margéo va devenir l'ermite d'Ennesglaz. Donc, Ennesglaz, ça veut dire l'île verte. Et à un moment, on décrit un petit peu le paysage. Je vous relis rapidement. À Lille, on cassait le cou à quelques litres de rhum, pur jamaïque, tout en procédant au chargement. Puis, avec la marée montante, on mettait le cap sur la roche Jagu, où l'on arrivait toujours avant l'aube. Ce repère féodal avait été aménagé en véritable dock. Fanch Anne Tigne, qui en était le directeur, s'acquittait consciencieusement de sa fonction. Le fermier et ses fils remplissaient l'office de débardeur. Au point du jour, par les routes détournées, à travers les landes de Bottloy, c'est un nom, Bottloy, et les Mézous qui dominent Pontrieux, on entendait claquer le fouet de Goéter Cause. Donc Mézous, M-E-Z-O-U, ce sont des hauts plateaux livrés à la culture. J'avais un autre terme, ambulant. Là, c'était Goéter Cause qui est parti voir Margéo pour dire
Je crois que je suis dans le collimateur en gros d'un douanier. Il dit, donc je le connais pas, c'est un nouveau venu dans le pays, mais où je me trompe fort, ou c'est un ambulant. Donc un ambulant, on appelait ainsi des douaniers qui, le jour, portaient des vêtements bourgeois et qui étaient connus comme la police secrète de la douane. Et qui étaient comme la police secrète de la douane. Donc c'était... Oui. Parce que je me disais, s'ils sont connus comme ça... On a parlé aussi un moment de Lankou. Donc Lankou, c'est la personnification de la mort en Basse-Bretagne. On en a eu... si vous suivez Camelot, à un moment on a Lankou qui va... Il y a un serviteur qui est mort et qui va demander un coup de main parce que les escaliers dans le château, c'est mal foutu, il peut pas y aller avec sa charrette et son cheval, il a mal au dos, gna gna gna. Et donc là, c'est le personnage de Lankou. Donc c'est la personnification de la mort en Basse-Bretagne. Et je crois que c'est tout. Alors, j'aimerais bien vous proposer un truc parce que si vous voulez, là, il va rester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 comptes. Il y en a que je vais mettre ensemble pour pas avoir des petites vidéos de 20 minutes. Et ce qui ferait qu'il reste 8 vidéos, donc 8 semaines. Et en fait, la prochaine partie, ça va être une partie exclusivement sur Noël. Donc j'ai Nédélec. Nédélec, ça veut dire Noël en breton. J'ai Noël de Chouan, le Noël de Jean Rumingol, à bord de la Jeanne Augustine, la Chouette, le Puy de Saint-Cado, le Forgeron de Plouze et Lambre et En Alger d'Afrique. Tout ça, ce sont des contes de Noël, a priori. Et j'aimerais bien en fait vous les lire au mois de décembre, parce que ça va être dans l'ambiance. Et ce qui fait que je pourrais lire 4 contes solo au mois de novembre. Et faire une pause aux alentours des fêtes. Mais je pense que je vais programmer là, parce que là je suis en train de tourner le vendredi 11 octobre et j'ai prévu de faire une petite pause d'une dizaine de jours. Donc je pense que je vais vous faire ça. Ce qui veut dire qu'on va sauter par la suite à la partie récit de passants. Donc on a les 2 amis, la hache, le péché d'Hervoinique, Prigent et Humble Amour. Et les 8 contes de Noël, je vais les lire au mois de décembre, grosso modo. Je pense que ça va être sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'aime bien, ma foi. Pour tout vous dire, je suis en train de lire aussi en même temps le Barzaz Braise, qui sont des chants bretons qui ont été recueillis et sans doute transformés par Théodore Hersart de la ville marquée. C'est pas facile à dire. Et je rame un peu parce que ce sont des choses qui sont très courtes. Il y a un énorme paquet d'arguments et de notes sur des choses très courtes, donc c'est un peu laborieux à lire. Mais je pense que j'en lirai d'autres aussi, mais de mon côté, et vous faire peut-être un moment, une vidéo sur qu'est-ce qui se lit en Bretagne, entre guillemets, les contes ou même des romans bretons. J'en ai lu des super, moi. Il y avait un André-François Ruot, je crois bien, possible. Sclérigène, André-François Ruot, je crois bien. Et l'autre, c'était quoi? La princesse des mégalithes, c'était Yann Bréquilienne. Et j'en ai peut-être un autre de roman. Je ne vais pas les relire, mais bref, on s'en fout. Je vous laisse là, j'espère que ça vous a plu. Ce qui veut dire que au mois de novembre, on va lire les récits de passants et les contes de Noël, ça sera au mois de décembre. Comme ça, on sera dans la fête. Alors, ça sera sans doute du Noël un petit peu gothique, mort, décès, parce que c'est breton. Le breton, il est fun. Je vous souhaite un très bon samedi. Passez une excellente journée. Lisez tout plat, rêvez tout grand. Et à demain pour ceux qui me suivront pour la suite de Le Diable au corps de Raymond Radiguet. Salut!